considéré à tort comme le père de l'antisémitisme, Alphonse de Toussenel, dans les 100 premières pages de son livre, trace un tableau assez sombre d'une république qui efface petit à petit ce que fut la France. La préface nous parle de sa vie, de l'homme qu'il était, aimant la nature, toujours accompagné de son fidèle chien. Et bien plus tard dans l'œuvre, il s'efforcera de démontrer que le gouvernement de l'époque, alors sous la cave La Plagne, est composé d'hommes qui cherchent à séduire, qui préfèrent le profit personnel à une bonne fiscalité, opérant à la vue de personnages hauts en couleur, dont le nom, qui nous rappelle le faste, continue encore de retentir. Rothschild, Ford, etc. Une analyse tout en finesse sur d'étranges mouvements financiers, des entreprises de presse qui opèrent contre les intérêts du pays. Mais il observe aussi des choses dans d'autres nations, contemporains de son époque, comme en Russie avec l'empereur Nicolas, qui rappelle au J, par un oukase, qu'ils doivent cesser de faire nation dans la nation. En bref, je dirais qu'il expose des faisceaux d'indices intéressants, que je m'efforcerai de connecter avec d'autres lectures. Ceci est l'épisode 1, où je vous présente la préface et l'introduction. Bonne écoute à vous. Avant d'aller plus loin, je vous propose un exercice. Munissez-vous d'un support pour écrire, puis relevez les passages de la vidéo par de grandes phrases. Ce petit exercice, plus pratique qu'une simple écoute, vous permet avec vos mots de retenir le contenu de la vidéo. Je vous souhaite un bon visionnage. Préface. Commençons par un grand point. Les J de l'époque, sous Louis-Philippe qui règne quelque peu, on en connaît à peu près le nombre. Mais en 1830, la famille Rothschild abrogera cette mesure, rendant leur recensement impossible, évidemment. Là où la royauté disparaît, dit Toussenel, on qualifiera d'antisémite, qui est selon moi un mot galvaudé pour éviter d'être dans le bain du racisme, et qui lui aussi est galvaudé, surtout qu'en plus, Arthur Koestler dit bien que la majorité des J d'Europe ne sont pas sémites. Certains juifs tiennent la France asservie, ou devrais-je dire la République. Mais il y a quand même un effet d'inertie, il y a quand même beaucoup de personnes dans le social qui tiennent encore leur culture et leurs racines chrétiennes. On ne peut s'empêcher de penser qu'un grand pays, qui fut, a et chercher dorénavant les moyens de ses ambitions dans les arrière-boutiques des nouveaux maîtres d'argent, qui ne se préoccupent que de leur poche vide. Mais avec le surintendant Fouquet, la xénocratie d'argent à elle commençait avant le faste de l'anachronique nom de famille dont on a parlé plus haut. Les fermiers généraux exploitèrent la France jusqu'au 2 décembre 1790, date du décret qui supprima la Constituante. Les survivants des confiscations révolutionnaires cédèrent de l'esprit de l'exploitation des gabelles à l'esprit de spéculation. Et n'omettons pas les innombrables guerres qui ont, elles, eu un coût extraordinaire pour le gouvernement français, depuis au moins les assignats de John Law. Rappelons-nous de Xavier de Hautecloque qui explicite qu'un projet d'établissement de colonie sioniste existe depuis 3 siècles à partir du début du XXe siècle. Comptons pour être large, après l'adoption du protestantisme, que ce courant est une autre porte d'entrée pour le chambard du christianisme, qui permet à certains marchands J d'avoir une main-d'œuvre se rapprochant du corpus hébraïque dans ses parts les plus sombres. Yahvé est un dieu anthropomorphe qui n'utilise pas les mains, pas ses mains, selon certains adorateurs. Le J, par la partie la plus subversive de son clergé, de sa diaspora, doit le copier, parfois sans remise en question. Et son action comptabilisée comme disharmonieuse pour le social, évidemment. Comme le dit Toussenel, le protestantisme en fut qu'une porte d'entrée. Attention cependant, marque de Toussenel, ou sa réédition. Le protestantisme a aussi eu sa part de vampirisme, pas forcément toujours aidé par les J. L'épanouissement des tenants de la spéculation date pour de Toussenel des scandales financiers et des événements de 1814 et 1815. Waterloo fut un point de départ
pour de grandes fortunes. Hein, Rothschild, etc. Hirsch aussi. Le monde féodal habitait des châteaux, le monde financier des boutiques. Est-ce que vous voyez la différence de grandeur entre les deux? Mais, dit l'auteur, pour rester dans les limites de la vérité et de la justice, entre guillemets, le concours de l'exploiteur sans vergogne revient en palmarès au J, et j'ajouterai à certains J. Pas tous. Après plusieurs paragraphes sur l'enrichissement du J au fil du temps, car chassé de partout, nous avons aussi cet auteur, Laurent Guillénaud, qui explique, lui, qu'une réputation en termes de désordre au sein des civilisations les précède. Peut-être faut-il regarder de ce côté. Hein. On fera une redondance sur ce sujet-là un peu plus tard dans la présentation. Je crois que c'est dans l'introduction, si je ne m'abuse. Ou juste après, peut-être. Cependant, l'auteur abandonne la question religieuse. Je pense qu'il ne devrait pas. Au profit de la question financière. L'auteur confirmera à mon intuition, donc là on parle bien d'Alphonse de Tousnel, sur le fait qu'ils ne font pas ou peu de prosélytisme. On préfère dépouiller ses victimes plutôt que de les convertir. Ce qui va dans le sens, encore une fois, d'une interprétation liée à Yahvé, de l'histoire du J et du grand Gaon de Babylone. Continuons donc avec le livre et l'auteur. L'auteur nous parle ensuite de la suppression de la grande propriété privée par le partage des successions, par l'abandon du droit d'aînesse ou des majorats, mais aussi de la vente des biens du clergé, qui s'ensuivirent d'une inscription dans le Code civil. En somme, des tenants déstructurent le social, pour reconstruire les monopoles d'entreprises sous l'égide des lois, qui à leur tour, comme les Templiers, deviendront des États dans l'État. Cette œuvre d'accaparement licite, mais illégitime et infaisable pour les citoyens français de base, et là évidemment, Ernest Pardoe, dans la supercherie judiciaire, démontre, pour notre époque moderne, des similitudes grandiloquentes, où des castes d'argent détournent les moyens d'un État qui semblerait non frelaté. En bref, tout ceci, hormis les parenthèses, est une préface de Gabriel de Gonnet. Se termine sur une note d'espoir, peut-être que selon lui, ce Gabriel de Gonnet, un grand bien peut naître d'un grand mal. Franchement, je pense pas que ce soit une vision très catholique des choses, très chrétienne, pardon. Donc permettez-moi d'en douter. Et ça fait un peu ordo ab chaos. Pour attaquer plus sereinement l'œuvre, une notice biographique est rédigée. On y apprend que Tousnel est un disciple de Fournier, qu'il a pu s'élever par un processus intuitif d'observation avec un certain talent pour les aphorismes. Il était dissident fourriériste. Alors si je ne m'abuse, je crois que Fourier c'était un psychologue, mais je suis pas sûr. Il faudrait que je vérifie. Mais il était aussi un grand amoureux des femmes, des fleurs, des chiens. Il en a même fait un épigraphe. Son chien le quitta pour un autre, son fidèle Castagno. Une triste et belle histoire en même temps. La conclusion montre le caractère d'une civilisation et d'une bonne éducation. Puisqu'il est heureux ainsi, laissons-le être heureux ainsi. Né d'une bonne famille, il partira vers 1830, après s'être passionné d'agriculture durant une vingtaine d'années. Quelqu'un qui se passionne pour la terre, généralement, c'est pas une personne qui a les mains dans les poches toute la journée. Arrivé à Paris, il se passionna pour la doctrine de Fourier, en rencontrant les sommités sur place. Il était républicain, malheureusement, hiérarchiste, et comme pas mal de républicains, il n'admettait pas que l'hérédité pût transmettre le pouvoir à une même famille. C'est pas un peu gauchiste, ça? Je rigole, calmez-vous. En revanche, une autorité suprême est graduée, oui. Je vous passe pas mal d'éléments pour essayer d'arriver rapidement à la conclusion. Et évidemment, il rejoindra son seigneur le 3 mai 1885 à Paris. Introduction. L'auteur commence et dit que le J est comme l'usurier, ou encore le trafiquant, des synonymes selon lui. Pour lui, on n'altère pas une expression consacrée par l'usage. En somme, s'il dit cela, c'est qu'il n'est pas le seul à le penser. En ajoutant que beaucoup de fortunes J se sont faites sur des fraudes, ou que des femmes J, nommées saintes, entrent dans les couches de généraux pour leur trancher la tête. Et à ce propos, il y a d'ailleurs dans le livre de Guillénaud une similitude, qu'il explique. Au 1er siècle avant notre ère, excédés par les abus de pouvoir des Juifs, les Grecs se joindront aux Égyptiens dans une série de pogroms meurtriers. Le contexte de cette histoire est fastidieux,
Mais en quelques lignes, c'est Alexandre le Macédonien qui, après une conquête, accorde aux J les mêmes droits qu'aux élites grecques. Cela ne se passe pas vraiment bien. Dans une diatribe, peut-être pas emplie de ressentiment, il dit que le peuple J est guidé par la main du prince de ce monde, qui a commandé l'assassinat du fils d'Abraham par le père, ou encore de la formule œil pour œil, dent pour dent, et d'exterminer ceux qui ne prononcent pas le cibolette. Alors, je pense qu'à mon avis, je le prononce pas très bien, et je vais vous montrer une petite photo de ce que ça veut dire. L'auteur emprunte ensuite beaucoup de mots à caractère qu'un J du quotidien pourrait trouver véhément. Mais le sachant d'abord connecté à son logos, puis à son ethos, comprendra peut-être le contexte de l'époque. Il comprendra peut-être le contexte de l'époque, ou le ressentiment de l'auteur quant à ses écrits, page 23 de son livre. Il poursuivra, créant ainsi une séparation entre la Bible et l'Évangile. Pour le premier, dans une certaine séquence historique, on retrouve plus de Phéniciens, de Carthaginois, qui dépouillent les autres de leur labeur et acquisition. La Bible est un justificatif à leur bassesse, comme celle par exemple d'un puritain hollandais crachant Jésus et soutirant à des Japonais des écus. Ô Christ, pardonne-moi pour cela. Phéniciens, puis Carthaginois, sont représentés par des Anglais, des Hollandais ou encore des J. Et il est vrai, pour créer une connexion historique visible dans le livre des marchands de Goïm, que bon nombre de J furent interdits, notamment au XIIIe et XIVe siècle, car excessifs dans le commerce d'esclaves. D'ailleurs, petite observation, mais certains J en diaspora, pour éviter de contrevenir à son dieu Yahvé, se fondaient dans les peuples roumains, dans les peuplades roumaines, en insufflant à ces goïs l'effort qu'ils ne pouvaient pas faire. Le fait est de voir dans le livre les marchands de Goïm qu'on les nommait maquignons juifs, et de voir dans mon autre observation un J dans un camp de maquignons, ça me fait quand même dire que quelque part je garde un certain cap vers la vérité, même si évidemment je peux me tromper. Et je rajouterai évidemment une chose, c'est que tous les J n'ont pas reçu cet enseignement clérical. C'est clairement du cléricalisme. C'est peut-être une aberration même, je dirais. Ses représentants, mais aussi Malthus, qui ne souhaitait pas voir les enfants au banquet de la vie, on rappelle Jésus, les enfants, etc. Voilà, donc Malthus, on sait pour qui il bosse, égorgeait au nom de la Bible, pas de l'Évangile. D'ailleurs, le dieu de l'Évangile, lui, possède un fouet pour chasser les marchands du temple, celui de la Bible, non. La réforme évangélique fut poussée entre autres par les 12 articles de la charte des paysans, une sorte de constitution avant l'heure voulue par le peuple, bien après la Magna Carta et bien avant la pétition de 1628. Les princes protestants de l'époque en Germanie ont autant écrasé l'insurrection de ces paysans qu'ils n'ont donné de crédit à Martin Luther face à Rome. Drôle de phénomène. Pas pour la liberté, dira l'auteur. Le protestantisme fut agrégé par la reine Élisabeth Ier, et plus tard par Cromwell, un puritain, générateur de disharmonie. De la même engeance, qui accepte comme pape un protestant au nom d'Henri VIII. Pour l'auteur, toute la richesse agrégée par le clergé catholique n'a que très peu à voir avec les réformes protestantes auxquelles les princes allemands et la noblesse anglaise, hollandaise et suisse s'attachèrent. Pour lui, l'aristocratie anglaise est une caste insolente et orgueilleuse. Plus loin, voici ce que dit l'auteur à propos des J, auxquels ils ont laissé de l'espace dans une civilisation qui n'est point la leur. Il dira, après, qu'au milieu du XIXe siècle, un scandale sur les chemins de fer du Nord éclata. Le nom de Rothschild et de Fold retentira. La compagnie n'était d'ailleurs exclusivement que gérée par des J de l'époque. Leur rapport avec le public était, dit-il, cassant. Servir, un nom d'emprunt, et un J alsacien, proche du grand Sanhédrin, qui dira dans un livre non cité par l'auteur que le code pénal ne doit que très peu atteindre les repris de justice israélite. D'ailleurs, servir, il est mentionné dans le livre de Stephen Blett, franc-maçon, l'effroyable vérité, et c'est un nom d'emprunt, servir. Comme beaucoup de J le faisaient. Londres, dans une fulgurance dont je vous laisse
dont je vous laisserai libre d'appréciation, dira ceci. Il continuera en expliquant qu'on appelle au secours des usuriers, mais qu'on doit, comme dans la photo que je vous ai partagée, s'attacher à réduire le nombre de marchands, donc J, pour les amener à la concurrence véridique et solidaire. Oxymore, puisque pour lui, sa seule compétence applicative réside dans du tertiaire. Mais il ne le sait pas où, il ne le dit pas, mais Yahvé étant un dieu anthropomorphe, il interdit par le clergé, donc une dérive cléricaliste, qui descend dans le social J, de mettre les mains dans le cambouis. Dans le même exemple, le règne de Juda s'appliquera par la voie de l'usurier en Russie, et pour l'empereur Nicolas, point de cela, même après avoir offert des institutions spéciales à cette population. Voilà ce qu'il leur demandera. L'empereur Nicolas souhaite protéger le peuple russe de ce qu'Odilon Barrot voulait préserver comme caractéristique de faire nation dans la nation par la voie de l'usure. Odilon Barrot, lui, ne voulait pas leur enlever le monopole de la spéculation sur les assurances. Étrange coïncidence quand même, observable aussi à l'avènement de la République de Weimar, avec sa forte inflation produite par Wall Street, et qui poussa parmi le peuple des figures comme le moustachu à faire surface. D'abord pour arranger, puis contre la communauté de la pleurniche. La fortune des banquiers de l'époque, notamment d'un des plus grands, il la doit à Waterloo. Et vous connaissez, je pense, la suite avec la défaite de Napoléon, etc. Bon. Ensuite, l'auteur fait référence à la propriété privée, qui pour le J en errance, qui court le monde pour le trafic, ne pouvait point s'y reposer. C'est ici que l'on comprend que l'attachement au sol, à la terre, est incompatible avec une part du social J, ou S. Attali disait que ces coreligionnaires étaient des nomades, et que toute la société se calquerait sur fond de nomadisme. Ce qui, quelque part, expliquerait aussi peut-être le caractère de l'abolition des frontières, qu'on peut aussi voir dans le livre de Pierre Hillard, vous savez, l'Atlas du mondialisme. Le fait est qu'on puisse créer des espaces où la circulation et le profit de toute nature puissent se développer. Dingue. Je l'ai revu d'ailleurs dernièrement, et j'en ai parlé avec une connaissance proche, et je peux vous dire que ça m'a même fait une petite révélation. L'objectif implicite, si un groupe souhaite moduler la société, à l'image d'une société initiatique, pour la rendre à son image, n'est pas de la forcer, mais de lui faire accepter un récit écrit par un autre en créant l'effet pompier pyromane qui lui apportera la solution le moment venu. Je vous laisse deviner qui apportera la solution, évidemment. Cependant, les sociétés actuelles permettent aux contemporains JS, pour les plus fortunés, d'avoir des points de chute à gauche et à droite. Le moins fortuné, lui, non, il n'en a pas vraiment en fait. C'est bien moins vrai à une époque où ils font nation dans la nation. Mais alors, la vision attalienne d'un monde nomade ne serait-elle pas un désir d'inverser les rôles? Revenons au livre. À propos de la foi religieuse, du brocantage, l'auteur reprend un passage du Talmud, et ce passage narre ceci.